Bonjour tout le monde. Voilà, je me présente, je m'appelle Ataf Djoula, je suis doctorant en troisième année. Je travaille au sein de l'équipe PAPC d'AgroSub Dijon sous la direction du professeur Rémi Sorel et Madame Florence Husson. Voilà, je vais vous présenter quelques résultats obtenus dans le cadre de ma thèse et puis je vais centrer un petit peu les résultats vers les méthodes de suivi de la réticulation enzymatique. Dans un premier temps, je vais présenter les méthodes classiques qu'on trouve dans la littérature et puis leur application sur notre substrat qui est la protéine de pois. Par la suite, je vais vous présenter une méthode qu'on a développée nous-mêmes au laboratoire qui est basée sur le suivi par résonance magnétique nucléaire du proton. Cette dernière méthode, elle a été développée sur un système modèle et elle est toujours en cours de développement pour la matrice réelle qui est les protéines de pois. Voilà, les enzymes sont des biocatalyseurs très utilisés dans l'industrie agroalimentaire pour améliorer les propriétés nutritionnelles, organoleptiques, mais surtout technofonctionnelles. En particulier, on trouve la transglutaminase qui appartient à la famille des transférases qui est utilisée en général pour améliorer la texture des aliments. Parmi les applications les plus répandues, on trouve la restructuration des viandes, d'où l'appellation de colle biologique. En effet, la transglutaminase catalyse la liaison covalente entre un résidu glutamine et un résidu lysine, conduisant à la formation d'un fragment glutamine-lysine et libérant de l'ammoniac. L'utilisation de notre substrat qui est la protéine du pois, sachant que la protéine de pois est riche en glutamine et en lysine, conduit à la formation d'un réseau tridimensionnel stabilisé par les liaisons par le fragment glutamine-lysine. Puis ce réseau, il est très résistant au stress mécanique et aux attaques protéolytiques. Il est intéressant d'utiliser comme un support encapsulant. Cette application constitue l'objectif général de ma thèse. Afin d'arriver à cet objectif, une bonne compréhension du processus de réticulation est nécessaire. Pour cela, il existe plusieurs méthodes de suivi de la réticulation enzymatique. On distingue les méthodes directes et indirectes. Pour les méthodes indirectes, elles sont souvent rapides. On trouve les méthodes spectroscopiques, l'électrophorèse et puis la rhéologie. Pour les méthodes spectroscopiques, l'utilisation de réactifs chimiques comme l'OPA et TMBS forment des complexes avec les amines libres, conduisant à la formation d'un complexe qui absorbe fortement à 340. Et puis, de ce fait, on peut quantifier à tout moment de la réaction la quantité des amines libres. De ce fait, on peut déterminer tous les rendements de réticulation. On a appliqué cette méthode dans le traitement de notre substrat, qui est la globuline de pois. On a déterminé les rendements de réticulation en fonction de la durée d'incubation. Et puis on constate que les rendements de réticulation sont proportionnels à la durée d'incubation. Puis au bout d'un moment, c'est-à-dire il y a un palier qui se forme après 2 heures de traitement, ce qui est l'optimum. En comparant en bleu ici, c'est avec la méthode TMBS, c'est un réactif, le trinitrobenzène sulfonique. Et puis en rouge, c'est l'OPA, c'est l'orthophtaldihyde. Et puis ça donne des résultats pratiquement similaires, sauf que cette méthode, elle est rapide, mais elle présente des problèmes d'interférence dus à l'ammoniac libéré qui forme à son tour des complexes qui absorbent à 340. On a toujours recours à des corrections d'absorbance. Une deuxième méthode qui est l'électrophorèse. C'est une méthode très utilisée pour la caractérisation des protéines. Elle consiste à séparer les protéines
selon leur taille. Et puis, elle peut être aussi exploitée pour... elle est peut-être exploitée pour suivre la réticulation enzymatique. Cette méthode a été utilisée dans notre laboratoire pour étudier l'effet de la dénaturation de la protéine. On a vu que la protéine de pois a présenté des rendements de à peu près 35%, en comparant avec les résultats publiés dans la littérature par rapport à son homologue qui est le soja, qui est à peu près de 80%, on a conclu que c'était la protéine de pois à l'état natif et un mauvais substrat. Alors dans cette optique, on voulait améliorer ce rendement en dénaturant la protéine. Voilà. Pour cela, l'expérience menée, on a préparé une solution de protéines de pois, puis on l'a divisée en 3 parties. La première, un acidique en traitement, elle est restée native. La deuxième, elle a été dénaturée par DTT. Et la troisième, dénaturée thermiquement. Par la suite, elle a été incubée avec la transglutaminase dans des conditions préalablement optimisées. Au bout d'intervalles de temps réguliers, on a arrêté la réaction enzymatique par chauffage, par la suite analysée par électrophorèse. Les résultats des 3 préparations est présenté dans ces diapos. On voit ici tout à fait à gauche la globuline native, la dénaturée par DTT et la dénaturée thermiquement. Ce qu'on constate au départ que ici la piste B, c'est le blanc, c'est-à-dire c'est un contrôle. C'est un échantillon qui a été traité dans les mêmes conditions que les autres en absence de MTG. Voilà. Première constatation, on voit qu'il y a une formation de molécules de haut point moléculaire ici en eau du gel, c'est des polymères, mettant en évidence la réticulation enzymatique. Pour la globuline native, en fonction du temps de traitement, on voit qu'il y a les bandes les plus concernées par le traitement, c'est la légumine 40 et puis la vicilline 55. En dénaturant la protéine par DTT, c'est-à-dire ça donne pratiquement le même profil, sauf qu'il y a une petite amélioration au niveau de la légumine 40. La dénaturation thermique, par contre, induit des changements importants. On voit ici que la vicilline 55, elle disparaît totalement, la vicilline aussi 35, et puis la vicilline 30. Voilà. Pour mieux visualiser ces résultats, on a étudié ces profils électrophérétiques par la densitométrie, à l'aide d'un logiciel de traitement d'image. Et puis les résultats sont présentés là. On voit ici en bleu, c'est les rendements de réticulation de la protéine native. En rouge, c'est dénaturé à l'aide du TTT, et puis là, dénaturé thermiquement. On voit clairement qu'on améliore, après 2 heures de traitement qui était l'optimum pour nous, qu'on améliore les rendements de réticulation par rapport au DTT de 27%, et puis pour le traitement thermique ici à 100%. Voilà. Ce qui est intéressant aussi pour le traitement thermique, c'est que la vitesse au départ du traitement, au bout de 10 minutes, on atteint des rendements qui dépassent largement la protéine native au bout de 5 heures de traitement. Voilà. Cette méthode, elle reste toujours semi-qualitative, c'est l'électrophorèse, puis il faut toujours la comparer à des méthodes directes qui sont la référence. Voilà. Pour les méthodes directes, ça consiste à doser directement les produits de réaction, à savoir le fragment glutamylysyle ou sinon l'ammoniac. Le dosage de l'ammoniac comme méthode a été abandonné parce qu'en fait, l'ammoniac est produit par d'autres réactions simultanées à la réticulation et ça induit des interférences. Par contre, la méthode qui reste toujours de référence, c'est le dosage direct du fragment glutamine-lysyle. En général, elle est réalisée par HPLC, puis l'échantillon subit une digestion enzymatique dans le but de libérer le fragment glutamylysyle, suivi d'une lyophilisation, puis une dérivatisation, et enfin analyse par HPLC. En 2005,
En 2005, Schaffer et collaborateurs ont développé cette méthode, tout en éliminant la partie dérivatisation qui est une partie sensible, tout en remplaçant la détection par HPLC UV ici, ultraviolet, par un détecteur MS. Voilà. On a appliqué cette méthode dans nos travaux, et puis les résultats sont présentés là. On a quantifié le fragment glutamylysine en fonction toujours de la durée de traitement d'une protéine, cette fois-ci dénaturée, parce qu'on a dit qu'on améliore sensiblement le rendement, et puis ça donne exactement le même profil que les autres, ce qui confirme que les autres méthodes étaient en bonne adéquation avec, c'est-à-dire la référence. Et puis le problème de cette méthode, c'est-à-dire elle est fiable, c'est-à-dire il n'y a pas d'interférence là-dessus, mais le problème c'est que elle est une méthode très lourde. En effet, c'est-à-dire déjà la préparation d'échantillons nécessite 16 jours de traitement, ce qui n'est pas évident. Voilà. De ce résultat, on a essayé de développer une nouvelle méthode qui est basée sur toujours le dosage du fragment glutamylysine, mais ça sera plus simple avec la même fiabilité. Voilà. On a pensé à l'RMN, qui semble une bonne alternative du moment où c'est une méthode non destructive, rapide, et puis qui nécessite aucune préparation d'échantillons. Voilà, notre stratégie était la suivante. On voulait développer d'abord la méthode sur un système modèle parce que les protéines, les spectres RMN des protéines sont très complexes. Et là, par la suite, on l'appliquera sur la matrice réelle qui est la globuline, et puis on la validera en comparant avec les méthodes classiques. Dans cette présentation, je me limiterai au système modèle, parce que le reste est en cours toujours de développement. Et puis la première étape, qui était une étape très importante, c'était le choix du système modèle. Il fallait trouver des molécules qui contiennent de la lysine et de la glutamine pour faire la réaction enzymatique, mais en produisant uniquement le fragment glutamylysine. C'est-à-dire, on voulait bien diriger la réaction dans ce sens. Voilà. Et puis, le choix pour la lysine, c'était le N-alpha-acétylysine. Il n'y avait que le groupement ici amide libre en position epsilon. Pour la glutamine, c'était une molécule bloquée d'un côté d'un groupement CBZ et de l'autre côté d'une glycine. Et puis, ça réagit dans ce sens et puis produisant uniquement le fragment glutamylysine. Voilà. Les spectres RMN des modèles choisis, c'est présenté dans ces diapos. Voilà, on voit que le spectre RMN spécifique à la MTG, et puis le deuxième, c'est la glutamine, et le troisième, c'est la lysine. Bon, j'ai abrégé ici glutamine et lysine, mais réellement, là, c'était le CBZ glutamine glycine, et là, c'est le N-alpha-acétylysine. Voilà. On a étudié leur mélange en présence et en absence d'MTG. Puis là, dans le premier spectre, c'est le mélange du glutamine et la lysine. En voyant les spectres et en comparant avec les spectres d'origine de la glutamine et la lysine, il n'y a aucun changement, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'interaction entre les deux. Voilà. Puis on a incubé ce mélange avec une MTG désactivée. On a pris l'MTG, on l'a désactivé à 90 degrés pendant 10 minutes, et puis on l'a ajouté au mélange. L'objectif était de voir est-ce qu'il y a un changement ou non. Puis en comparant le spectre obtenu avec celui du mélange en absence carrément d'MTG, il n'y a aucune différence. La seule différence est là, c'est juste les spectres d'origine de la MTG qu'on a vu c'est-à-dire dans les modèles simples. Par la suite, ce mélange a été incubé avec de la MTG cette fois-ci active. Les résultats, c'est-à-dire il y a d'importants changements dans les spectres, et puis ce qu'on peut remarquer d'abord, qu'il y a apparition de nouveaux signaux là, qui n'existaient pas dans les mélanges, et puis ces signaux sont caractéristiques du fragment glutamylysine, et à partir des aires de pic, on peut quantifier le fragment glutamylysine. Ce qui est intéressant aussi
par cette méthode, c'est qu'on a pu aussi observer des diminutions significatives de spectres de résonance, d'autres résonances. Et puis la plus importante, c'était cette résonance aux alentours de 3 ppm qui est caractéristique à la lysine. Et puis à partir de là, de cette diminution, on peut cette fois-ci calculer le rendement de réticulation. Voilà, en conclusion, ce qu'on peut dire, que la combinaison de toutes les méthodes existantes, ça permet une bonne compréhension du processus de réticulation, c'est-à-dire dans tous les états, dénaturés, puis natifs. Et aussi, l'SDS Page, l'électrophorèse a permis aussi de comprendre lesquelles des bandes qui sont concernés par ce traitement. Et puis le développement d'une méthode d'Aramen, il semble que c'est une bonne alternative à l'HPLC-MS. Non seulement elle permet de quantifier le fragment glutamylésine, mais aussi de calculer les degrés de réticulation, tout en réduisant le temps d'analyse de 7 jours à 2 heures. Et puis ce qui reste à faire, il faut valider la méthode sur la matrice réelle, la protéine de poids, et compléter ces méthodes avec des analyses rhéologiques et microscopiques. Et je vous remercie pour votre attention. Au début, tu présentes les effets de dénaturation. Donc vous avez essayé de dénaturer différemment, avec différents procédés, vos protéines et de voir si ça avait un impact. Et comment vous avez caractérisé la structure des protéines? Et où est-ce que ça a un intérêt de connaître la structure des protéines? Parce que l'électrophorèse te donne des tailles. Est-ce que vous avez caractérisé la structure? Au départ, ici, on a choisi d'abord la protéine de poids parce que sa composition en glutamine et lysine était importante. On a 17% de glutamine et 7% de lysine. Sur ce choix, on a dit, voilà, ça va marcher bien, la réticulation enzymatique, on va changer un petit peu tout ce qui est protéines animales. Mais en fin de compte, à l'état natif, on a trouvé des résultats, c'est-à-dire qui n'étaient pas intéressants, on était à 35%. Vu. Après, bien sûr, consultation de la bibliographie et tout ça, on a trouvé que la réticulation enzymatique, c'est-à-dire elle n'est pas en fonction juste de la quantité initiale des substrats, mais aussi de la conformation. C'est-à-dire la protéine du poids, c'est une protéine globulaire, elle est compacte, et puis l'accès de la transglutaminase pour catalyser la réaction enzymatique n'est pas possible. Alors on a pensé à la dénaturer. Pourquoi DTT, pourquoi température? Parce qu'en fait, la légumine, la protéine de poids est composée principalement de deux types. Il y a l'albumine et la globuline. La globuline, c'est une protéine très complexe. Elle est composée de deux protéines. La légumine et la vicyline. La légumine, elle est composée de deux sous-unités, légumine 40, la légumine 40 ici, et la légumine 20, basique. Là, c'est une sous-unité basique, et là, c'est une sous-unité acide. Elles sont liées entre elles par un pont disulfure. C'est d'où l'idée de dénaturer avec le DTT. Et puis, cette amélioration ici, de la légumine 40, elle était, c'est-à-dire due à l'effet du DTT qui a rompu le pont covalent entre la légumine 40 et la légumine basique, permettant une bonne accessibilité à la transglutaminase. C'est pour cela ici que le DTT, il a réagi que là, que juste sur la légumine 40. Par contre, on voit ici clairement que les vicylines disparaissent totalement. Ça veut dire que le traitement thermique, il a complètement dépillé la protéine et par la suite, il a permis à la transglutaminase de rentrer puis catalyser. C'était ça notre objectif de dénaturation. Et puis là, on a amélioré les rendements de 100%. C'est-à-dire par rapport à avoir de 33% exactement après 2 heures de traitement, on est maintenant à 66%. Ce qui, pour nous, c'est-à-dire que c'est un résultat satisfaisant. On peut l'utiliser maintenant pour fabriquer nos capsules, pour encapsuler les antioxydants.